Bienvenue dans Un éclair de génie. Aujourd'hui, on reçoit un artiste à la répartie légendaire, un phénomène qui a remis la ventriloquie sur le devant de la scène avec un style bien à lui, irrévérencieux, trash et terriblement efficace. C'est parti pour un nouvel épisode. Un vent de folie s'apprête à souffler sur la France avec The Jeff Panaclock Company, le nouveau show de Jeff Panaclock avec 2 dates en 2026 à l'Olympia. Il est avec nous aujourd'hui, sans sa marionnette, mais avec tout son franc-parler. Jeff Panaclock, bonjour. Salut Maxime. Ça va bien ? Ça va, écoute. C'est tellement rare de te voir sans ta marionnette. C'est vrai. Tu te sens un peu nu, un peu décontenancé écoute, ou c'est rare. Je me sens un peu plus libre. Et c'est vrai que c'est rare d'être tout seul, mais ça me fait du bien aussi de pouvoir parler et de choses sincères parfois. Absolument. Toi qui as l'habitude de faire passer des messages à travers lui, là c'est toi, visage découvert. Est-ce que c'est plus facile ou plus déstabilisant dans la théorie ? Dans la grande théorie, c'est plus facile. C'est plus facile. Je me sers évidemment des personnages, mais c'est vraiment parce que j'ai eu l'habitude de dire que non. Souvent, on m'a souvent posé la question au début de ma carrière, est-ce que tu te sers de tes personnages pour dire ce que tu n'arriverais pas à dire sans ? Et finalement, aujourd'hui, j'assume un peu plus, même totalement. Tu es le seul ventriloque français à avoir rempli Bercy, l'Accor Arena. Mais avant ça, tu étais électricien. Ouais. À quel moment l'interrupteur a sauté pour te mener jusqu'à la scène ? Tu te rappelles de ce déclic, ce moment-là ? Oui, bien sûr. Ma vie, j'ai l'impression, est jalonnée de coups de chance, de basculements. Et ça s'est fait. En fait, j'étais électricien, effectivement. J'étais pas très heureux dans mon métier puisque à la base, j'ai fait des études d'électricité pour être éclairagiste de spectacle et je me suis retrouvé dans des tranchées, dans la boue, à tirer des câbles. Donc, je me suis vite dit que c'était pas mon truc. Et puis un jour, je me suis réveillé en retard. Mon réveil n'a pas sonné, donc je suis arrivé en retard au boulot. Moi, je me suis fait engueuler évidemment par mon patron. Et ce jour-là, j'ai dit vous savez quoi ? Je me casse. Ouais, c'était cash. Ça. C'était cash. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. J'ai dit vous savez quoi ? Je me casse et je suis parti. J'ai pris ma voiture et arrivé au bout de la rue, je me suis dit mais maintenant je fais quoi ? Et j'avais évidemment cette passion que je faisais le week-end, le soir, etc. Bon, déjà, ça crée pas mal de tension quand on a un travail entre guillemets normal. Et sérieux. On n'a pas notre place ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que mon patron électricien me disait mais qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi tu fais pas des spectacles ? Et quand j'allais jouer dans les cabarets à Paris, après mes journées de travail, on me disait mais tu sais on peut pas t'embaucher, on peut pas te faire travailler régulièrement parce que tu travailles à côté et qu'on sait pas trop comment quand t'es dispo quoi. Donc va falloir que tu fasses un choix un jour, mais j'arrivais pas et je pense que j'avais pas la force de faire le choix. Il y avait d'abord la magie puis la ventriloquie. Rester poli. Rapidement oui, la ventriloquie alors moi j'ai commencé par la magie. Bonne base, je crois qu'on se rejoint là-dessus. Et j'ai vite, très vite, à l'adolescence, j'ai découvert la ventriloquie en allant voir justement un pote magicien dans un cabaret et là j'ai eu une révélation. Ta toute première scène avec Jean-Marc, tu t'en souviens ? Il ressemblait déjà à ce qu'il est aujourd'hui ? Non. Ni physiquement, ni mentalement. Non, il ressemblait pas du tout à Jean-Marc. Je pense que le seul qui a pas trop changé, c'est moi. Et encore, on mûrit. Mais on prend la confiance, c'est le public qui vous donne la confiance aussi. Je crois que Jean-Marc a évolué par la force des choses. Encore une fois, c'est des basculements et des rencontres qui font que on essaye d'écouter un petit peu les conseils et c'est comme ça qu'on fait évoluer les personnages. On le rappelle, tu l'as baptisé Jean-Marc en hommage à un patron d'une boutique de magie. Tout à fait, le patron de Magic Dream. Ah oui, à Paris, donc à Paris, près de la Tour Eiffel. Ouais, et donc à l'époque, parce que maintenant ça a changé, mais les 2 patrons étaient Jean-Marc et Damien. Et ce qui est rigolo, c'est que mon vrai prénom est Damien. C'est quand même fou quand même. C'est dingue. et donc j'aurais pu appeler Jean-Marc Damien, mais j'ai gardé Jean-Marc et c'était une blague à la base et je pense que ça nous a apporté chance aussi. On t'appelle encore Damien ? Oui, ma compagne, mes parents, voilà, mais plus grand monde. Voilà. Et en fait, ton nom de scène est devenu ton nom commun, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et je garde un petit peu mon prénom pour les intimes, les très intimes. Ouais.
Rappelle-nous, qu'est-ce qui t'a intéressé dans la ventriloquie? Est-ce que c'est le pouvoir de faire dire ce qu'on pense sans en assumer les conséquences par quelqu'un d'autre, hein? Je pense que c'est ça, oui. J'ai vu David Michel dans un cabaret. David Michel qui avait Nestor, qui avait un pingouin qui s'appelait Nestor. Oui. Nestor le pingouin. Nestor le pingouin. Et je l'ai vu en fait dire ce qu'il avait envie de dire. C'était du cabaret, donc il alpaguait les gens du premier rang. Et voilà. Et je me suis dit, mais je pense qu'on peut aller un peu plus dans l'irrévérence. Et puis ensuite, il y avait quelque chose de magique, quoi. Ouais. Moi, je faisais de la magie parce que je me cachais derrière les accessoires. J'étais pas très bon magicien. Mais j'en faisais des sketchs, je pouvais faire un tour qui dure 30 secondes, je pouvais en faire 1 heure juste parce que je rajoutais des blagues et je faisais rire les gens avec ça. Mais les faits arrivaient à la fin, on disait tout ça pour ça. Un peu Garcimore. Un peu Garcimore, ouais, c'est vrai. Mais ce que j'aimais surtout, c'était le prétexte, quoi. Et je pense qu'avec la ventriloquie, j'avais un petit peu, je pouvais réunir un petit peu tout ce que j'aimais. C'est-à-dire, j'avais un prétexte pour. Tu donnais vie à quelque chose. Hein. Tout à fait. Tu rendais l'illusion concrète. Et un accessoire vivant. Ouais. Est-ce que tu étais ce gosse en famille qui était drôle ou celui qui était dans un coin, qui observe tout, prêt à dégainer la vanne au bon moment? Ah non. J'étais prêt à rien du tout, j'étais très timide, j'étais pas prêt du tout à dégainer n'importe. Non, je faisais pas de vannes, je les gardais pour moi. Je faisais des vannes avec mon meilleur pote. On faisait beaucoup de conneries ensemble. J'ai l'habitude de dire, parce qu'on tournait des vidéos avec le caméscope, hein, je vous parle d'un temps, voilà. C'est vrai qu'à chaque fois je lui dis, s'il y avait eu YouTube, je pense que j'aurais pas été ventriloque, on aurait été youtubeurs tous les deux, quoi. Ouais. C'était vraiment un truc tous les week-ends. À 10 ans près, quoi. Ouais, 10 ans près, ouais, tous les week-ends on tournait des vidéos, on faisait les montages, etc. Et je pense que comme on avait nulle part où les diffuser, ça, on se les gardait pour nous, quoi. Le regard des autres, le jugement, ça t'a freiné ou ça t'a nourri? Parce que être magicien, être ventriloque, c'est pas ordinaire en vrai. J'ai toujours été un solitaire à l'école. Bon, j'avais mon meilleur pote, mais sinon, en dehors de ça, chez moi, je suis pas fils unique parce que j'ai une demi-sœur mais qui vivait pas avec moi, donc j'étais beaucoup seul. Ça m'a jamais trop gêné parce que je pense que je serais pas devenu ce que je suis devenu si j'avais pas pu travailler mon imaginaire tout seul dans ma chambre. Bien sûr. Et les parents n'avaient pas de lien avec l'artistique? Mon père chantait, jouait de la guitare, il faisait des animations. Donc voilà, j'ai été un peu DJ, j'ai fait des choses, des animations avec mon papa. Donc il avait ce lien-là. Ma mère pas du tout. Elle roulait les câbles et puis elle essayait d'aider comme elle pouvait. Mais ouais, on se rejoignait là-dessus, ouais. Jeff Panaclock, le nom, c'est plus qu'un personnage, c'est une marque. Tu es devenu incontournable dans l'humour, avec des millions de spectateurs, une statue à Grévin, un film, des prime télé à 5 millions de téléspectateurs. Est-ce qu'on finit par réaliser tout ça ou on en garde une forme d'étonnement? Je le réalise pas trop. En réalité, plus je fais des choses et plus je suis angoissé. Donc je pense que je réalise que j'ai pas envie de perdre tout ça. J'ai pas envie que le public se détache de nous, donc je redouble d'énergie tout le temps pour essayer de faire au mieux mon travail, et quand j'ai un projet, j'essaye de l'amener jusqu'au bout, au moins pour pas le regretter. Donc voilà. Tu peux pas te dire que le niveau où tu es arrivé aujourd'hui, tu peux acquérir une certaine forme de sérénité. On peut dire ça. Non, mais il n'y a aucun artiste digne de ce nom qui te dira ça. Est-ce que tu connais beaucoup d'artistes sereins, toi, qui sont sûrs d'eux et qui... Non, pas vraiment. Ouais. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. Je pense que c'est la remise en question qui fait que... qui fait qu'on avance, en fait. Après, on peut faire des erreurs, on peut faire des trucs moins bien, etc. Mais le but, c'est d'assumer les choses jusqu'au bout, et c'est pour ça que j'aime aller au bout des choses. Dans ce métier, le succès peut isoler. Est-ce que parfois, à remplir des salles dans la France entière, il y a peut-être ce sentiment de solitude qui peut arriver? Quand on est en tournée, tu veux dire? Quand on est en tournée. Ouais, toujours. Oui, évidemment. J'ai pris un chien là. Qui s'appelle Plop. Plop. Ouais. Il t'accompagne partout. Il m'accompagne partout. Il est en tournée. Il a 6 mois, donc voilà, c'est vraiment. Il sera accroché à ce spectacle ad vitam. Mais oui, il y a toujours la solitude du one man show, quoi. C'est la condition sine qua non de la vie d'artiste aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Parfois, c'est pesant sur la fin de tournée. Parfois, on se dit, vivement que ça se stoppe. D'autant que tu fais des
des très grandes tournées, pas des petites tournées. Non. C'est 80 dates au minimum. Ah oui, au minimum, oui. Oui, Ouais. oui. Mais j'ai mon équipe, mes techniciens sont avec moi depuis 15 ans. Depuis le tout premier spectacle. T'es assez très super fidèle. Je suis super fidèle. Ils le sont aussi parce que souvent on dit les artistes peuvent être fidèles avec leur équipe, mais en réalité ils pourraient aussi aller travailler avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, on est fidèles les uns envers les autres. Tu as connu un énorme succès très très rapidement. Comment on garde la tête froide quand on devient une machine à remplir des salles? La tête froide, je sais pas. Je pense que c'est l'entourage, c'est les gens, c'est comment on s'adresse à toi. C'est moi ce qui m'a permis de garder la tête sur les épaules. Je pense j'ai dû monter à un moment donné aussi. Hein, ça nous arrive à tous. Hein. Mais déjà mon premier producteur et mon manager m'ont permis aussi de pas m'envoler parce qu'ils me parlaient normalement et j'ai jamais été traité comme une star. Donc aujourd'hui souvent les gens qui me rencontrent et qui commencent à travailler avec moi se disent t'es un mec simple et tout ça et alors ça veut dire que peut-être que les autres sont compliqués mais moi je suis normal comme François Hollande. C'est drôle ce que tu dis. Tu n'as jamais été traité comme une star. Peut-être parce que la star, c'est aussi ta marionnette. Peut-être. Aussi. Oui, c'est sûr qu'on prend plus. C'est sûr qu'on prend plus soin de lui que de moi. Ouais, il a un technicien à lui tout seul. Moi, Mais non, vraiment. Ah oui, il y a un chef, marionnettiste. Moi, j'ai 5 personnages aujourd'hui sur scène qui sont très chers, très fragiles. Donc évidemment, faut en prendre soin. Et donc lui, il est préposé à ça. Mais je crois qu'on m'a jamais traité comme une star parce qu'en réalité, déjà, quand j'ai commencé ce métier, j'étais avec mes techniciens, ils avaient une petite camionnette, moi j'avais une petite valise avec mon petit Jean-Marc, on a commencé comme ça. Et je vois pas à quel moment ça aurait pu basculer autrement, quoi. Alors c'est sûr qu'après on fait des zéniths, j'ai 20 techniciens, c'est pas la même chose, hein. Ça c'est sûr que pour se retrouver, mais on a quand même le noyau dur et j'ai quand même mes 3 potes qui viennent me voir dans la loge avant chaque spectacle, même si on est 20. Alors les autres, c'est pas que je les aime pas, mais je les connais beaucoup moins parce que il y a beaucoup de turnover aussi. Mais en tout cas, voilà, le noyau dur vient me voir avant chaque spectacle et puis on fait les mêmes vannes qu'il y a 15 ans quand on a commencé et c'est aussi ça qui permet de rester cool, quoi. Une vraie compagnie. Et tiens, ça tombe bien. Ouais. Jeff Panaclock Company. 4e spectacle, une vraie galaxie de personnages. Jean-Marc est le numéro 2 d'une entreprise très spéciale. Raconte-moi, c'est quoi cette compagnie? C'est la vraie compagnie? Ouais, c'est la mienne en tout cas. Okay. Tu vois, on parlait un petit peu de l'enfance et tout ça tout à l'heure. Je crois que c'est mon spectacle le plus personnel, alors toute proportion gardée, parce que je raconte des choses comme dans les autres spectacles qui sont parfois... Qui émanent de ton expérience. Exactement. Quand j'ai commencé à écrire ce spectacle, j'avais envie que ça soit un peu plus personnel et en même temps, je suis pas du genre à me livrer ou voilà. Donc c'est voilà. Et je me suis rappelé d'une chose, c'est que quand j'étais petit, je faisais des ombres chinoises avec ma main et je parlais tout seul. Voilà, je parlais avec ma main comme ça. Je peux pouvoir montrer. Et je m'en suis souvenu sur le tard, hein, parce que j'ai quand même 38 ans. Et c'est vrai que ça m'est revenu comme ça, comme une révélation. Et je me suis dit, mais j'étais pas encore ventriloque, je n'y pensais même pas à l'époque, je faisais même pas encore de magie, j'étais vraiment gamin, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi je construisais pas le spectacle autour de ça? Et puis après, on a imaginé avec mon metteur en scène l'histoire du petit Jeff qui rêvait de sa compagnie quand il était enfant. Ouais, incroyable. Une compagnie qui est devenue réalité. Tu y incarnes le PDG. Est-ce que c'est une façon pour toi de parler du monde du travail à travers l'absurde? Alors moi, c'est toujours un prétexte, les thèmes de mes spectacles. J'avais le parc d'attractions et plus précisément l'attraction Jeff Panaclock Adventure dans le spectacle précédent. Alors c'est un prétexte, c'est-à-dire que c'est un thème général pour le décor, pour les petites j'en parle un peu dans le spectacle, des gimmicks, gimmicks, etc. Voilà, mais j'essaye de pas m'enfermer là-dedans parce qu'après ça m'empêche de faire le nombre de vannes que je veux. Et bon, faire tout un spectacle sur le monde du bureau, moi ça m'intéresserait pas trop, je crois. Donc c'est vraiment un prétexte et puis j'essaie surtout de raconter au public mon rêve d'enfant. Il y a aussi Jackie, Jerry Gollery, tous plus dingues les uns que les autres. Comment naissent ces personnages dans ta tête?
Eh bien, L'inspiration, c'est une du très cinéma, bonne question. la série. Alors Jackie, ça a été le premier de la, enfin le deuxième de la famille, mais je dis le premier parce que Jean-Marc je le compte pas. Donc ça a été le premier à être autre que Jean-Marc. C'était à la fin du premier spectacle. Moi, il y a un ventriloque que j'aime beaucoup aux États-Unis qui s'appelle Jeff Dunham. Et quand j'ai commencé la ventriloquie, je me suis dit, mais franchement, si un jour en France on arrive à faire un spectacle avec plusieurs personnages comme ça serait génial. Et évidemment, je savais qu'il fallait que je passe par Jean-Marc, qu'il fallait que je commence. En France, on connaît Tataillé, on connaît Nestor le pingouin, mais c'est vrai que c'est des ventriloques à un seul personnage, et souvent on connaît plus le prénom de la marionnette que du mec qui fait parler à côté, quoi. Donc j'avais pas envie d'être un ventriloque comme ça. Donc j'ai pas trop mis l'accent sur la ventriloquie, mais plus sur la performance, la création des personnages, et puis mon personnage à moi. Je pense que aussi ce qui fonctionne, c'est d'avoir créé mon personnage, de savoir comment il agit avec les autres. Et puis après, on a les idées. J'ai un marionnettiste qui a beaucoup de talent et qui arrive à tout de suite à me faire des croquis, à me faire des dessins, et d'un seul coup je dis mais oui, c'est ça, c'est lui, quoi. Donc voilà, et puis après c'est parti pour la création. C'est génial. Jean-Marc aussi a grandi, moins trash, plus stratège. C'est toi qui as mûri ou c'est lui? Je peux vous dire que dans le spectacle, il n'est pas du tout moins trash. Mais en tout cas, parce que même si tu dis moins trash, il y a autant d'enfants, de mamans, de familles. C'est même dingue parce que c'est pire qu'avant, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plus d'enfants qu'avant. Alors, je m'en suis soucié quand même. Je me suis dit mais pourquoi il y a autant d'enfants maintenant alors qu'on n'était pas forcément un public d'enfants à la base. On est très on est familial malgré moi parce que j'ai pas des textes qui sont familiaux. Mais en réalité, je me suis renseigné et donc c'est des enfants qui sont nés avec le Grand Cabaret. Ah oui. Qui étaient petits pendant le Grand Cabaret, qui regardaient ça avec leurs parents et qui aujourd'hui ont l'âge de venir voir des spectacles. Donc il y a des enfants, il y a des ados qui m'ont connu que petit aussi avec leurs parents devant la télé, leurs grands-parents, et donc maintenant ils viennent en famille. Et alors moi ça me met un gros coup de vieux parce que c'est vrai que si je fais le retour en arrière, le Grand Cabaret c'était quand même il y a un petit bout de temps maintenant. Ah, complètement, en 2010, vers dans les années 2010, ouais. À peu près, ouais. Donc finalement, est-ce que tu avais envie de casser les codes du one man show pour aller vers quelque chose de plus théâtral, de plus comédie? Un doux mélange. Ouais. Moi j'aime le spectacle. Donc je suis un fan de comédie musicale, donc je vais en voir beaucoup à Londres, à New York. Je suis un petit peu obsessionnel, mais en dehors du fait que ça chante, que ça danse, j'aime l'univers. Quand on fait rentrer les gens dans un univers, c'est pour ça que j'aime bien les parcs d'attractions aussi, c'est que voilà, je me prends la tête à avoir la bonne musique quand on rentre dans la salle, parfois quand on peut, parce que techniquement en France c'est toujours compliqué, mais j'aime bien avoir la musique dans le hall carrément ou sur le parking. Dès que je vois des enceintes sur le parking, j'arrive avec mes clés USB, même dans les Zéniths, je vais voir le directeur, je dis on peut pas mettre la musique sur le parking. Non, mais pourquoi? Parce que je mets les gens dans l'ambiance dès qu'ils arrivent, donc voilà. T'as le sens du détail. J'ai le sens du détail et je trouve que c'est important aussi pour les gens. D'un seul coup ils sortent de leur voiture, ils arrivent dans le hall du théâtre, ils se disent ah ça y est, on y est, quoi. Donc je soigne tout, voilà, même le décor du merchandising, j'essaye de l'imaginer avant, et puis voilà. Et donc après il y a le spectacle et voilà, pour moi c'est du spectacle, c'est que les gens le prix d'une place de spectacle dans un Zénith, c'est pas donné, on va pas se mentir, plus la soirée, le resto, la nounou, tout ce que vous voulez. Donc quand on vient me voir, j'aime qu'on ressorte en disant ah ouais, quand même, c'est la full expérience. Là il a mis le paquet, quoi. Ouais. Allez, on passe à un petit jeu sans filtre, une série de questions rapides pour savoir qui de toi, Jeff, ou de Jean-Marc tire vraiment les ficelles. Prêt à balancer? C'est parti. Jeff ou Jean-Marc? Qui est le plus trash? Jean-Marc. Le plus stratège? Jean-Marc. Celui qui doute? C'est moi. Celui qui te ressemble le plus? Aujourd'hui, je pense que c'est moi. Sur scène, de plus en plus, je suis moi. Celui qui te surprend le plus? Étonnamment, ça peut être Jean-Marc. Parfois, ça va très très vite, surtout dans l'impro, et je peux même moi être surpris des blagues de Jean-Marc. Celui qui a le plus gros melon? Ouais, j'espère que c'est lui. Celui qui gagne le plus d'argent dans le duo? C'est pas lui. Qui a le plus besoin d'attention? Lui, c'est ça. Qui drague le plus en coulisses? Lui. Qui aurait besoin d'un psy mais qui n'ira jamais? Lui. Qui prend vraiment les décisions dans la compagnie?
C'est une très bonne question. C'est moi qui prends les décisions, mais je me suis rendu compte après le premier spectacle qu'il faut quand même que ça s'articule autour de Jean-Marc, quoi. Bien sûr. On n'a pas le choix. Comment tu travailles l'écriture? Solo, duo, avec la marionnette qui te regarde? Ça serait tellement chelou. J'écris très difficilement. Très difficilement. C'est une souffrance, je pense, pour beaucoup de gens, hein, d'artistes, mais c'est très dur. C'est très très dur. T'as la peur de la page blanche? Ouais, mais oui, mais c'est pas tant ça. C'est, je pense que c'est je pense que c'est le fait de s'y mettre, parce que généralement quand j'écris les premières lignes, après ça part. Mais j'aime bien. Alors moi, je suis pas. On a tous chacun nos méthodes pour écrire des spectacles. Moi, j'aime bien écrire dans l'ordre. Alors le problème, c'est que si j'ai pas la première phrase, bah, je peux pas écrire la suite, quoi. Et je peux me prendre la tête très longtemps sur le début du spectacle, par exemple. Donc voilà, j'écris 100% de la V1, de la première version du spectacle. Et puis ensuite, j'ai mes auteurs Pierre Thévenoud et Arnaud Gidouin qui rentrent en scène et qui viennent Apporter les vannes, tout ça, c'est ça? apporter les vannes, apporter des angles, peut-être une autre visibilité, quelque chose que j'aurais pas vu en écrivant, parce qu'on est parfois la tête dans le guidon et on a l'impression d'être un génie. Et puis quand on fait une lecture à haute voix, on se rend compte qu'on n'est pas un génie. Donc non, voilà, c'est très stressant, parce qu'on sait qu'on peut amener le spectacle très très loin. On sait que dans un an, il sera, en tout cas, c'est jamais parfait parce que je suis en éternel insatisfait, mais en tout cas on sait qu'il fonctionnera, sauf que on sait aussi qu'on est obligé de passer par toutes ces étapes. Et là, par exemple, quand on commence le rodage, bah on sait que ça va pas marcher du premier coup, on le sait, hein, mais on le vit quand même mal. Il y a combien de mois de rodage? Bah là on a fait février et on est jusqu'au mois de juin. D'accord. Tu filmes tout et tu décortiques tout? Non. Parce que je déteste me regarder, donc, et m'écouter aussi. Donc j'essaye de faire à mon ressenti. Donc je suis pas, j'aime bien cette phrase-là, mais je suis pas un amoureux de mes blagues. Et j'essaye d'écouter le public au maximum. Et généralement, quand c'est pas drôle, je laisse rarement de deuxième chance, ou en tout cas pas de troisième chance, ça c'est sûr. Tu fais des voix, des ruptures de rythme, une vraie mise en scène. C'est plus proche du théâtre que du stand-up finalement. Complètement. C'est des dialogues. Hein. Il y a même un trio. Enfin, il y a eu un trio avec Jean-Marc et son fils dans le spectacle précédent. Là, il y a Jackie et sa femme dans ce spectacle-là. Donc oui, c'est vrai, des vrais dialogues. Sauf que j'essaye quand même de garder ce côté un peu stand-up et van. Donc parfois pour raconter une histoire, il faut accepter de pas avoir de rire, et ça pour le coup j'ai du mal. Donc finalement quand on écrit le spectacle, généralement on a une histoire et puis à la fin ça se transforme en van boulet de canon, parce que déjà je sais pas bosser autrement, et puis ensuite je suis vraiment un boulimique de rire, donc j'enlève tout ce qui ne fonctionne qui pas, est superflu. Ouais. Alors il y a les vannes et puis il y a aussi ce rapport physique à la scène. Tu te sens plus vivant là sur scène qu'ailleurs? Enfin, j'aurais pu dire ça il y a encore 5 ans. Au tout début. Ouais, même 7 ans. Allez, je te mets ça à la naissance de ma fille. Je pense que le fait d'avoir des enfants aussi, ça te change, et tu vis un peu moins, même si tu sais que tu travailles pour ça aussi, voilà, pour l'avenir de tes enfants, et que tu sais la phrase bateau de pourquoi tu te lèves le matin. Mais aussi tu vois les choses vraiment autrement avec les enfants, et que finalement, tu vois, maintenant, j'essaye de prendre soin de moi et de mes proches, alors qu'avant, je passais ma vie sur la route, quoi. Bien sûr. Ton meilleur moment sur scène, ce moment qui te fait un peu frissonner, c'est quoi? C'est juste avant, au moment où tu prends les applaudissements, où tu dis ça y est, c'est fait? En fait, ça dépend du spectacle. Là, mon meilleur moment sur scène, c'est quand la première chanson part. Et c'est cette adrénaline particulière. Ouais, j'entends les cuivres là qui montent, et là je me dis ça y est, on y est, et je vois les gens qui commencent à taper dans les mains, et c'est vraiment un truc qui fait un ascenseur comme ça qui monte. Ouais, c'est vraiment génial. Avant que ça parte, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'on arrive aussi à jauger la pseudo-ambiance dans le public. Voilà, et puis j'aime beaucoup la fin de ce spectacle aussi. Elle est très très sincère, elle vient vraiment de moi. Pas de spoiler, pas de spoiler, mais en tout cas pour comprendre, il faudra venir voir. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des moments de silence, de vide, de vannes qui passaient vraiment pas, et tu dis oh là là,
pourquoi je me suis lancé là-dedans. Oui, c'est souvent tout un sketch, généralement, en rodage, quand il y a un personnage qui fonctionne pas. Ça, c'est. Et que la marionnette a été faite. Et que la marionnette a été faite. C'est souvent un tunnel avant de comprendre ce dont le public a besoin, en fait. Qu'est-ce que le public attend? On a l'impression de le savoir quand on écrit, et finalement, on arrive sur scène. Et généralement, c'est le grand écart en plus. Hein. C'est ce qui nous fait le plus rire dans l'écriture, c'est ce qui fait moins rire le public. Et ouais, c'est très étrange, quoi. Et donc là, il faut se remettre au travail, sauf que changer tout un sketch comme ça d'un seul coup, c'est impossible, parce qu'il faut l'apprendre. Alors moi, j'ai encore d'autres choses à faire, c'est-à-dire que je suis pas un stand-upper, donc j'ai pas mon petit carnet sur un tabouret. J'ai un personnage, j'ai une marionnette, il faut qu'elle soit vivante, et puis en même temps, faut pas trop qu'on voit qu'elle a pas le texte qu'il faut. Enfin, donc c'est un vrai boulot, et donc ça prend du temps. Il faudrait un panel de public de 20 personnes qui testent, qui te fait des petites remarques. En fait, tu le fais déjà un peu en amont. Mais bon. Ouais, bah c'est à ça que sert le rodage en réalité. Mais parfois c'est douloureux parce que nous on oublie sur scène qu'on est en rodage, mais le public le sait finalement. Mais on a toujours envie que ça fonctionne comme le spectacle d'avant. Et quand on arrive à la fin du spectacle, quand on est à Bercy, que tout fonctionne, qu'il n'y a rien à côté, que c'est un boulet de canon du début jusqu'à la fin, et qu'on arrive en rodage avec le spectacle d'après, on se dit j'ai vraiment hâte que ce spectacle soit aussi efficace. Mais ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Il y a un autre truc qui fonctionne bien, et je l'ai vu, c'est la partie merchandising, avec ces gamins qui repartent avec leur marionnette de Jeff. T'as hésité à commercialiser ta marionnette ou pas ? Pas vraiment. C'est vraiment une question que je me suis posée. C'est pas que j'ai hésité, c'est que c'était mon manager qui m'a proposé un jour, il me dit pourquoi on ferait pas des peluches de Jean-Marc, et comme j'aime aussi tout cet univers là de Disneyland, de n'importe quel lieu. Aux États-Unis, c'est très démocratisé ça. Quand on va voir un spectacle, n'importe lequel, moi quand je vais voir une comédie musicale, j'achète tout, la tasse, le bouquin, le truc qui sert à rien parce que ça finit dans un placard à la maison. Mais tu as l'objet, l'accessoire, tu as vécu un sentiment, une émotion, un souvenir. Exactement. Et j'aime bien l'accessoire qui sert à rien, genre le mec qui a pensé à faire, je sais pas moi, un sablier du spectacle. Voilà. Pourquoi un sablier, je ne sais pas, mais j'ai envie de l'avoir avec moi, quoi. Quel a été le déclic dans ta carrière, le moment où tu t'es dit là, je passe vraiment dans une autre dimension? C'est une bonne question, ça. Non pas que les autres n'étaient pas bien. Oui, bien sûr. C'est à quel moment le basculement? Je pense que c'est quand on a basculé de la toute petite salle où on jouait à l'époque. On était dans une petite salle de 100 places à Paris, et que on a fait un Vivement Dimanche avec Michel Drucker qui nous a fait exploser les ventes. Et d'un seul coup, on n'avait pas le choix. On est devenu complet en 2 minutes, et on n'avait pas le choix que d'aller dans une salle plus grande. Et puis cette salle plus grande a découlé un premier Avignon qui a été complet avant que ça commence. Et puis ensuite c'est parti. On m'a dit on va faire une tournée. On va essayer 2-3 villes qui ont été complètes en très très rapidement. Et puis donc on a rajouté des villes. Et la première tournée allait faire 400 ou 500 dates, je sais plus. C'était une folie, quoi. Donc après voilà, c'est encore une fois, c'est toujours cette angoisse d'artiste de se dire il faut que ça continue, et un peu plus de 10 ans plus tard, on est encore là. Et je pense que ça c'est ce que m'avait dit justement Michel Drucker quand je l'avais rencontré. C'est voilà, le plus dur c'est de durer, et c'est aussi bien de se dire que voilà, on est encore là et les gens viennent encore nous voir. Si tu pouvais remercier une seule personne dans ce parcours, ce serait qui? Jean-Marc. Oui, absolument. Jean-Marc. Oui, bien sûr. Jean-Marc, peut-être une deuxième personne serait sûrement Patrick aussi. Sébastien. Ouais. Je le dis tout le temps. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas de mal à cracher dans la soupe ou à faire comme si... Il y a beaucoup de gens qui oublient leur début, de savoir où ils ont commencé. Mais voilà, moi j'en parle dans toutes les interviews parce que je trouve ça normal. C'est une reconnaissance. Ouais. Le petit coup de pouce. Ouais. Et après, il faut faire ses preuves. Exactement. Mais j'ai fait mes preuves. Il m'a poussé à faire mes preuves. Je peux pas dire que c'était facile à chaque fois. Patrick est quelqu'un de très exigeant, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai appris aussi cette exigence
Voilà, Patrick, quand il faisait le grand cabaret, c'était 3 jours de répétition. Il savait à quel moment il fallait mettre la lumière sur quelle personne. Il disait au réal, tu vas faire ci, tu vas mettre la caméra comme ça. Enfin, il y avait pas, quand on disait tourner la dernière soirée avec les invités, tout le monde qui buvait du champagne, il connaissait l'émission par cœur. Et je pense que il m'a aussi appris ça. Et il m'a un peu violenté aussi sur le plateau. Voilà, quand c'était pas drôle, quand j'arrivais en répète avec un sketch qui était pas à la hauteur ou des vannes qui étaient pas bien. Un cadrage un peu artistique. Ouais. Et après, c'est lui qui m'a aussi appris à faire ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, le côté trash, etc. Il m'a poussé, il m'a dit c'est comme ça que tu vas te faire remarquer. Il m'a toujours dit, j'aime bien sortir cette phrase, mais vas-y, et s'il y a des emmerdes, c'est moi qui les aurai, quoi. Ah. Donc je me suis senti libre et aujourd'hui, encore une fois, quand on regarde, il y a beaucoup de gens qui font des best-of sur YouTube, un peu comme Laurent Baffy, et il y a des best-of de nous, et je me dis, waouh, quand même, on y allait fort, quoi. Ouais. Mais on y allait fort, et en même temps, c'était jouissif, et je pense que j'étais complètement inconscient aussi. Je le suis un peu plus aujourd'hui, peut-être malheureusement, quoi. En vrai, tu as ouvert la voie à la ventriloquie moderne. Ouais. Et tu as sûrement inspiré d'autres humoristes. Sûrement. Et... Tu sais, j'aime bien raconter qu'il y a 10 ans, enfin un peu plus maintenant, quand on a commencé chez Patrick et que je faisais mon spectacle, je vannais les gens du premier rang et puis ils me disaient « Ah, c'est ringard, ça fait cabaret, ça, de vanner les gens du premier rang, c'est pas fou, quoi. » Bah, regardez tout ce qu'ils font maintenant sur YouTube ou sur Instagram, tu vois, il y a plus un seul extrait de spectacle normal, c'est-à-dire que tous les humoristes mettent des vidéos avec des vannes du public, quoi. Donc voilà. On sent aussi que tu protèges ta vie privée. Est-ce que c'est une nécessité vitale pour tenir dans ce métier? Oui. Ouais, enfin, je veux dire, ça intéresse les gens, évidemment, puisque les gens aiment bien regarder les actions sur l'autoroute. Derrière l'artiste. Mais souvent, la vie privée façonne l'artiste que tu es. Hein. Oui, et puis mais je le vois quand je mets des choses un peu plus privées sur les réseaux, j'ai plus de likes que l'affiche de mon spectacle, hein, ça c'est certain. Ah ouais, carrément. Ah ouais, bien sûr. Mais en fait, j'en ai pas l'envie, j'aime garder ça pour moi. Bien sûr. Parce que derrière le rire, il y a un chemin plus intime. J'ai comme l'impression que l'humour a été un refuge pour toi, une sorte d'exutoire. C'est un vrai ressenti que j'ai ou Ouais, c'est-à-dire que je suis pas un humoriste à la base. J'ai appris vraiment... J'ai appris sur le tas, j'étais ventriloque, bon, c'était pas très drôle, et puis j'ai commencé à faire, quand Michael Jackson est mort, j'ai commencé à faire des vannes sur Michael Jackson, j'ai vu que ça fonctionnait plutôt bien, et là je me suis dit, il faut que j'écrive des blagues, sauf que j'avais jamais écrit de blagues de ma vie, donc je l'ai fait un peu à ma sauce, et puis voilà, c'est ce qui a donné aussi notre style, quoi. Ouais. Et puis après, avec Patrick, il m'a dit, il faut que tu prennes des auteurs, si je te prends, parce que j'ai fait 2 émissions avec lui, et puis il m'a dit, moi j'aimerais bien te prendre tous les mois, mais il va falloir que tu cravaches un peu sur le texte, quoi. Et j'ai aussi appris ça, travailler avec d'autres gens, et à plusieurs, on est toujours plus fort. Est-ce que la scène t'a aidé à te libérer personnellement, à être vraiment la personne que tu étais au fond de toi, à sortir tes émotions, tes sentiments? C'est ce que je raconte dans le spectacle, justement. Je dis que grâce à Jean-Marc, j'ai réussi à sortir ce que j'avais au fond de moi. Et je crois que maintenant, dans le spectacle, longtemps, je me suis un peu excusé d'être là. Le fameux syndrome de l'imposteur. Oui, c'est ça. C'est ça, et puis de me dire, est-ce que vraiment avoir un décor aussi gros derrière moi, est-ce que ça me va, est-ce que avoir des grosses musiques, est-ce que une grosse mise en scène, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que le public ne prend pas ça pour pour enjoliver tout ça, et puis finalement au fond j'ai pas grand-chose à raconter. Non, tu mets le fond au service de la forme. Oui. Mais c'est pour ça que le rodage est important aussi, c'est-à-dire que là, en ce moment, les gens ils viennent me voir, je n'ai pas de décor, j'ai 4 lumières qui clignotent, et le spectacle fonctionne... c'est tout aussi efficace. Fonctionne aussi bien que s'il y avait le gros décor derrière moi, et ça me conforte aussi, et ça me rassure de me dire, bon, je suis pas là, je suis pas là par hasard. Donc tu dirais quoi au Jeff, version 15 ans, avec ses rêves en poche? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, continue ce que tu fais, tu vas y arriver, et puis si tu as des choix à faire, fais-les en ton âme et conscience. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les choix que j'ai faits dans ma vie ont fait ce que je suis aujourd'hui aussi.
Tu es devenu papa il y a quelques années, Rose et Alice, je crois, c'est le nom de tes filles. Ouais. Est-ce que ça change ton regard au monde, sur la scène, voire sur Jean-Marc aussi? Bah, c'est-à-dire que quand elles sont dans la salle, c'est tout plus difficile de dire des gros mots. Bien sûr. Bah, alors, ce qui est marrant avec les enfants, finalement, c'est que souvent c'est les parents qui sont choqués parce que les enfants ils savent même pas ce que veut dire les gros mots. Donc pour eux c'est des mots, gros ou petits, ça reste des mots et si tu leur expliques pas ce que ça veut dire, ils savent pas quoi. Donc c'est vrai que souvent c'est les parents qui sont un peu choqués, etc. Mais si tu demandes la définition à l'enfant, il va pas te dire ce que ça veut dire quoi. Ouais. Donc, mais quand même, j'ai mon petit rôle de papa qui revient et quand elles sont dans la salle, je lui dis oh, il y a ce passage là. Et voilà. Depuis que tu as des enfants, tu as adouci ton humour ou pas du tout? Non, et je crois que je l'ai renforcé encore plus là sur ce spectacle là. J'avais envie de dire un petit peu fuck à tous les gens qui disent il est vulgaire. J'en parle souvent avec mes équipes en disant quand même ils disent que je suis vulgaire mais qui viennent voir le spectacle, il y a quand même pas que ça, je fais quand même plein d'autres choses que ça. Maintenant je fais que ça, voilà, c'est vrai. Moi la promesse elle est claire quoi. Non mais oui voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné les gens aussi, moi je pense toujours, mais je pense que c'est tous les artistes, on essaye toujours de plaire à ceux à qui on plaît pas. Et finalement, tu vois, sur 5000 personnes dans un zénith, s'il y en a 10 qui font c'est vulgaire, finalement, il y a tous les autres qui sont là pour rigoler avec toi. Donc voilà, je me dis qu'à l'âge que j'ai, les gens qui viennent me voir, ils savent ce qu'ils viennent voir, quoi. Bien sûr. À la maison, tu leur fais des spectacles de marionnettes à Non. Non, c'est vraiment, c'est peut-être triste un peu pour elles, parce que souvent les gens s'imaginent ça, mais c'est vrai que c'est mon travail et à la maison, je suis pas un fan de moi-même, donc il y a pas de photos avec Michel Drucker sur la cheminée, il y a pas de... T'as pas de marionnettes de Guignol ou de Kermit la grenouille? Si, alors il y a les gants dans la baignoire qui sont en forme de cochon et de licorne, et parfois il me vient à faire parler, etc. Mais elles sont pas dupes, hein. Elles savent que c'est moi qui parle, donc moi j'ai l'impression d'être face à des journalistes, ça me stresse un peu. Parce que je fais parler, je suis fier de moi. Ils disent mais papa, on voit que c'est toi qui parles. Bon, allez. Elles ont conscience de ton métier. Elles ont conscience de mon métier, ouais. C'est difficile de leur faire comprendre. Ouais. Parce que parfois on est un peu accaparé dans la rue ou ailleurs et au début elles aimaient bien quand on rentrait dans un taxi dire bonjour monsieur, papa c'est une star. Et voilà. et moi j'étais toujours un peu gêné de ça, donc maintenant elles comprennent voilà, quand la petite parle un peu trop, la grande lui dit non il faut pas qu'on dise que papa voilà, donc tout en discrétion. C'est pour elle aussi que je le fais. Je le fais pour elle parce que je sais quand je sais pas, quand elles seront à l'école, une fois ma grande m'a dit j'ai une copine à moi qui tu la fais pas rire. C'est peut-être les parents qui répètent ça à leurs enfants, etc. Mais je lui réponds quoi? Je lui réponds tu t'en fous, si je la fais pas rire ça n'empêche pas que c'est ta copine et puis tout va bien quoi. Mais souvent les enfants ils ont juste peur pour toi et de te décevoir ou que ça te rende triste. Donc l'idée c'est de lui dire on s'en fout, papa il fait pas rire tout le monde et puis tout va bien quoi. On passe aux questions plus rapides que l'éclair. Des questions courtes, des réponses courtes. Ok. Ça marche. Le personnage que tu rêverais d'inventer? Le personnage que j'aimerais la licorne gant de toilette. La licorne gant de toilette ou un cul qui parle, je pense que mais j'oserais pas aller jusque là je crois. Ton rituel avant de monter sur scène? Mon rituel avant de monter sur scène, je bois quelle tristesse. Je bois un verre de whisky avec mon équipe. Ah oui? Ouais. Très bien, ça donne un petit coup de peps. Ouais, ça donne un petit coup convivial surtout, voilà. Ce qu'il ne faut jamais dire à un ventriloque? On voit tes lèvres bouger. La comédie musicale que tu rêverais d'intégrer? D'intégrer, c'est une bonne question ça. Tu chantes aussi? Ouais, je chante dans ce spectacle. Je l'assume un peu plus parce que ça a toujours été un peu comme ça et là je me suis dit allez j'y vais, les cours de chant et tout ça. Le spectacle que j'aimerais intégrer, moi j'ai mon spectacle de prédilection qui est Wicked, mais je pense pas avoir le talent pour le faire, ni pour faire aucun spectacle d'ailleurs, mais un des derniers spectacles que j'ai vraiment adoré c'est Anne Juliette. Un artiste que tu admires en secret? Un artiste que j'admire en secret? Oh là là, merde. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ou que tu admires tout court, mais dont tu n'as jamais parlé. En ce moment, j'aime bien Julien Doré.
Je trouve très complet. Voilà, il est drôle, évidemment il chante bien. Son dernier album est génial et les concerts sont fous à chaque fois. Donc ouais. Très bien. Une peur irrationnelle. Irrationnelle, je sais pas, mais j'ai une espèce de phobie administrative qui est complètement c'est n'importe quoi. Donc heureusement j'ai une super équipe autour de moi parce que je suis vraiment un cassos des papiers. Ouais. Le compliment qui te touche le plus? On voit pas tes lèvres bouger. Bien joué. Un lieu insolite où tu rêves de jouer. Est-ce que ton American Dream, tu l'as déjà fait, hein? Ouais. Bah ouais, New York c'était mon rêve. New York c'était mon rêve et je sais pas, un lieu insolite, à Las Vegas. Ton guilty pleasure, télé ou ciné, celui que Jean-Marc se moquerait à mort. Ouais, mais c'est pas une honte, j'ai regardé Alf il y a pas longtemps. Re-regardé Alf, j'avais envie de m'y replonger parce que j'ai un rêve en secret, c'est de faire une sitcom avec Jean-Marc. Bien. Un peu dans le style des années 90 avec un décor unique et tout se passe dans le salon avec Jean-Marc, etc. Et donc du coup comme je dis j'aimerais faire un Alf à la française, donc je l'ai re-regardé il y a pas longtemps et j'ai vraiment kiffé ça. La dernière question rejoint ce que tu viens de dire, le rêve un peu pas encore réalisé. Tu parlais de la série télé, il y a peut-être aussi d'autres choses. Ouais, je crois que mon rêve absolu c'est le Late Show. Ouais. Je pense que c'est tous les humoristes qui seront d'accord avec moi, mais j'ai toujours l'impression, parce que j'ai le boulard, que j'ai... Non, t'as juste une ambition. Non, j'ai l'impression que j'apporterai une vraie nouveauté avec Jean-Marc et que finalement le concept c'est Jean-Marc et moi. Donc voilà, j'ai envie d'y croire, mais c'est très difficile en France de. T'as déjà soumis des idées à des diffuseurs, à des chaînes? Ouais, bien sûr. Ah ouais, des diffuseurs. Ils te répondaient quoi alors? C'est pas le moment? Souvent on te répond que ça marche pas en France. Hein. Faut le tester déjà. Exactement. Mais en même temps, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont plantés et qui sont mangés un peu les dents sur le parquet. Donc je peux comprendre. Et en même temps, j'ai mon ego qui me dit j'aimerais qu'on me laisse ma chance. Chance, tu vois. Bien sûr. Ça a du mal à sortir. Par salve, on teste. Franchement, j'aimerais beaucoup. J'aimerais énormément. Work in progress, on va voir. Ouais. Jeff, t'es un artiste à part, un passionné, un travailleur acharné. Tu as fait aimer la ventriloquie à la nouvelle génération tout en restant fidèle à toi-même. Quel message tu donnerais à quelqu'un qui doute, qui se sent différent et qui n'ose pas exprimer sa voix, qui aimerait être un peu artiste, ventriloque ou autre? C'est compliqué parce que je pense que quand on est dans ce cas-là, comme je l'ai été moi quand j'étais gamin, je pense que tous les conseils qu'on pouvait te donner, tu disais toi t'as réussi, donc c'est facile de dire ça. Donc va au bout de tes rêves, des phrases comme ça, crois en toi, etc. Bon voilà, moi je pense que il faut faire, voilà. Pour moi, il n'y a rien de mieux que le travail. Donc, évidemment, on peut toujours rêver, on peut toujours imaginer, on peut se dire je rêverais d'être sur scène, etc. Mais quand tu rêves d'être sur scène, il faut se donner les moyens. Voilà. Moi, j'ai pas attendu qu'on vienne me chercher. C'est-à-dire que j'en rêvais. J'ai commencé à chanter. C'était pas fou. Donc, après, j'ai fait de la magie. C'était pas fou. Et puis après, j'ai trouvé la ventriloquie. Et puis, j'ai senti un truc. Et puis, voilà, je me suis dit, allez. On enfonce les portes et on y va. Donc il y a la timidité et en même temps si vraiment on a l'envie, je crois qu'il faut aller au bout. Aujourd'hui je reçois plein de messages de gens et de gamins qui commencent, que ce soit la ventriloquie ou l'humour sur les réseaux. Déjà je pense que c'est une belle démarche. De création de valeur. Je vais te parler comme un vieux, mais à l'époque j'avais écrit à Yves Duteil. Prendre un enfant par la main. qui est un chanteur des années 80. 70, non, je sais plus. Oui, enfin. Et qu'en fait, il était maire du village qui était pas loin de chez moi, ouais. Et donc, je lui ai écrit et il m'a répondu très gentiment. C'est ma maman qui m'a ressorti ce mot il y a pas longtemps. Et je pense que déjà la démarche de d'écrire à quelqu'un et de demander des conseils, c'est déjà une démarche pour avancer. Et puis aujourd'hui, on a la possibilité de rentrer plus facilement en contact avec des gens, et puis on peut attendre des artistes à la sortie des artistes, c'est le cas de le dire, et puis il faut y aller, quoi. Tu nous donnes un petit scoop sur ce qu'il y a dans ton nouveau spectacle. Tu nous disais que tu chantais lors du précédent, donc tu l'assumes davantage. Je pense qu'on mûrit tous. Moi, je travaille avec mon équipe depuis longtemps, et finalement, à force de faire, on fait de mieux en mieux, j'ai envie de dire.
Donc voilà, sur ce spectacle-là, avec Nicolas, mon metteur en scène, et Doumé qui compose les musiques, on s'est mis encore plus au travail, et puis je pense qu'on a affiné encore plus. J'ai eu la chance d'enregistrer avec des vrais musiciens, ce qui n'était pas le cas sur les autres spectacles, donc ça rajoute encore un truc encore plus fou, quoi, de se dire que moi, quand je suis sur scène, j'entends les cuivres, j'entends la batterie, et je sais que je les ai vus jouer, quoi. Donc déjà psychologiquement, je trouve ça dingue, et puis au niveau du son aussi. Donc ouais, j'assume plus, et surtout j'ai pris des cours de chant. Je pense que j'ai plus confiance en moi aussi de ce côté-là. Donc petit scoop, ça. Il y a aussi une nouvelle chanson de Jean-Marc qui s'appelle Cordon Bleu. Tu vas sortir sur les plateformes, j'imagine. Sûrement. Pour l'instant, j'essaie de la garder un peu secrète. Moi, j'aime bien toujours garder des petits trucs un petit peu secrets dans mes spectacles. Donc voilà, ça s'appelle Cordon Bleu, c'est une chanson d'amour, j'en dirai pas plus. Et puis autre scoop, quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, parce que dans le premier spectacle je faisais monter quelqu'un sur scène pour le faire parler avec un masque. Et depuis longtemps on me dit mais quand est-ce que tu refais le masque, et moi j'aime pas faire deux fois la même chose, donc j'ai trouvé un beau prétexte pour faire venir monter quelqu'un sur scène avec Jean-Marc. Donc il se confronte à Jean-Marc pour faire un numéro de mentaliste. La magie est toujours là. Je travaille avec Fabien Olicard sur ce numéro, et au-delà du numéro de mentaliste, c'est vraiment une cour de récréation, quoi. J'adore ce moment-là, parce que même les gens qui ressortent du spectacle oublient ce moment. C'est comme s'ils faisaient pas partie du spectacle. Donc le spectacle fait 2 heures, mais les gens voient pas le temps passer parce qu'ils ont l'impression que ce moment-là, il est c'est tellement du grand n'importe quoi. C'est du Jean-Marc lâché comme un fauve face à un mec sur scène. Et puis voilà, tous les jours on n'a pas les mêmes réactions, et c'est vraiment assez cool. Alors évidemment, quand je parle des humoristes qui vannent un peu les gens du premier rang, nous on le fait monter sur scène, et c'est assez chouette, ouais. Tu as pris des cours de chant. Est-ce que tu prends des cours de voix, de respiration pour ta voix, justement? En réalité, c'est la même chose. Je prenais déjà un peu de cours de chant avant pour entretenir ma voix. La preuve, je suis en train de... Et j'ai dit à mon prof, j'ai envie de bosser 2 fois plus pour réussir à chanter encore mieux mes chansons. Et on a écrit une chanson sur le final qui est un peu compliquée à chanter. Et c'était vraiment mon challenge sur ce spectacle, c'était d'arriver à chanter cette chanson jusqu'au bout, quoi. Exactement, avec le bon souffle qui va bien. Tout à fait. Et tout ça dans The Jeff Palaclock Company à partir du 25 septembre 2025 en tournée, et de date à l'Olympia en 2026, janvier 2026. Ouais. C'est ça. Hein. Et puis d'autres choses qui se préparent à Paris aussi, je peux pas dire, mais en tout cas, voilà. Ouais, une boutique Jean-Marc, une station de métro Jean-Marc. Peut-être, on peut tout décliner. On peut tout décliner. Merci encore d'avoir pris un peu de temps. Merci à toi pour raconter un peu les coulisses de ton parcours passionnant. Merci, c'est très gentil. Et ce n'est que le début. Et bon courage à toi aussi pour les autres, parce qu'ils sont moins sympas que moi. Oui, absolument, ouais. Ils seront pas contents d'entendre ça. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!